Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Yves Nidegger, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller national UDC Genevois, avocat dans la vraie vie. Avec vous, nous allons parler d'une affaire sur laquelle vous vous êtes beaucoup exprimé dans les médias. Enfin, les médias étaient très demandeurs en tout cas de votre avis. C'est l'affaire Adeline M. Ma première question, elle porte sur 2004, le 8 février. Peuple et canton se déclaraient favorables à l'initiative défendue par l'UDC pour l'internement à vie sur les délinquants sexuels jugés dangereux ou violents également, jugés dangereux à chaque fois. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que, malgré cette votation en 2004, on doit supporter, par exemple, l'affaire Adeline? Alors, dans le cas qui nous intéresse, parce que les Genevois n'avaient apparemment pas jugé bon de se livrer à une véritable enquête de dangerosité. Le problème, c'est que vous devez déterminer qui est dangereux et à partir de quel niveau de dangerosité. Une chose aussi incisive que laisser quelqu'un toute sa vie enfermé pour y être soigné ou pour y être simplement détenu peut se justifier. Et donc le problème n'est pas au niveau de la loi, il est au niveau de l'application de la loi, c'est ça? Oui, alors les moyens sont là. Il faut savoir aussi que dans les dispositions adoptées, il est prévu que si un juge ne s'est pas rendu compte, lorsqu'il a rendu son jugement pénal, en fixant la peine, de la dangerosité du personnage, mais que cette dangerosité apparaît par la suite en cours de détention, ce qui ici ne semble pas être le cas, parce que le monsieur a l'air de se comporter de manière satisfaisante, en tout cas à ce qu'en disaient ses soignants, ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Dans ce cas-là, il est aussi possible de revenir sur la peine, parce qu'au fond, c'est une modalité de peine que de dire vous êtes condamné, mais vous ne ressortirez pas. Bon, c'est intéressant quand même parce que c'est un problème qui... Bon, il y a eu l'affaire Dubois, maintenant il y a l'affaire Adeline, il y a eu l'affaire Lucie avant, c'est quelque chose qui revient régulièrement et manifestement à chaque fois, on nous dit que la loi... elle permet aujourd'hui d'éviter ce genre de cas, mais que le problème, il est dans l'application. Comment est-ce qu'un politicien peut aujourd'hui faire en sorte que ces affaires n'aient plus lieu, puisque manifestement, il a beau légiférer, mais ça ne suit pas dans le concret? Alors, si le monde pouvait devenir parfait par des lois, ça se saurait depuis fort longtemps. C'est évidemment pas le cas. Je crois qu'il y a une chose, on pourrait pousser le curseur du côté du juge. Vous voyez, le juge qui prend ce genre de décision le fait sur la base de quoi? D'une expertise qui vient des psys. Eux savent, ou devraient savoir, et le juge, lui, ne peut pas savoir, il se remet à un avis médical, comme dans d'autres domaines d'ailleurs aussi. Je pense que le juge devrait motiver plus avant sa décision, et dans le cas qui nous intéresse ici, le juge qui a autorisé la sortie, parce qu'il y a un juge d'application des peines, et on ne sort pas de prison, il était en prison, simplement sans autorisation judiciaire. C'est le cas de Dubois aussi, hein, on est dans un cas semblable. On est dans ces cas-là où vous avez des psys dont on doit sérieusement se reconsidérer l'état de leurs compétences aujourd'hui. Je crois que dans le cas qui nous intéresse à la pâquerette, c'est plutôt de l'amateurisme, il faut voir les choses en face. Puis se poser la question de savoir aussi si la psychiatrie, qui n'est pas une science, la psychologie non plus, ce sont des arts, et des arts largement aléatoires, peuvent être véritablement fournisseurs d'indices certains en cette matière. Et si ce n'est pas possible en l'état de la science, que ces choses ne sont par ailleurs pas, de se déterminer sur la dangerosité ou non, il faut y renoncer. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle plus aux psychiatres, on n'entend plus les psychiatres et le juge décide tout seul? Non, le juge qui n'est pas psychiatre aura bien besoin d'un avis. Simplement, soit on obtient les compétences nécessaires. Aux États-Unis, vous avez des prisons de haute sécurité dans lesquelles vous avez tout un arsenal pour tester la dangerosité. Je pense que nous ne sommes simplement pas au niveau. Et puis, pour en revenir à Adeline, ce n'est pas tellement la décision de laisser cette personne à vie en prison qui est en cause, parce qu'il avait violé une fois, il avait violé 2 fois. Est-ce que ça suffit à rendre quelqu'un irrécupérablement dangereux jusqu'à la fin de ses jours? Peut-être, peut-être pas. Le problème qu'on a et qui fait frémir, c'est qu'on a décidé de laisser sortir quelqu'un dans des circonstances qui ressemblaient tellement à celles où il avait agi. Les 2 viols pour lesquels il était condamné s'étaient passés dans une voiture, avec une jeune femme évidemment, et dans la nature. Et avec un couteau. Et avec un couteau. Et on a trouvé moyen de reconstituer tout cela, presque. Alors évidemment que c'est plus facile de l'extérieur. Les gens qui ont eu le regard sur lui, sans doute avaient-ils un autre regard. Mais on aurait voulu tenter le personnage pour le mettre en situation de faillir. On n'aurait pas fait différemment. On n'aurait pas fait différemment, sauf qu'on aurait mis 3 tireurs d'élite autour pour protéger la dame. Bon, on est en 2013, il a fait ça, ma foi, il devait être libéré en 2015. On n'aurait pas donné cette possibilité-là, on l'aurait lâché en 2015, il se serait peut-être produit la même chose. Alors, en 2015, se serait posé la question de sa libération conditionnelle. La peine allait plus loin que cela. Et ce qui est assez choquant dans cette affaire, c'est que d'une part, on n'a pas attendu 2015 pour se poser la question, mais pour anticiper l'éventuelle décision de libération conditionnelle, qui aurait dû elle aussi faire l'objet d'un examen de dangerosité,
on s'y est pris à l'avance pour essayer de socialiser la personne, enfin de le remettre en contact graduel. Simplement, ça a été extrêmement mal fait. Bon, ça, c'est pas une mauvaise chose de le faire. Non, l'objectif qui est de dire tâchons de remettre les gens à la rue dans un état un peu moins catastrophique qu'on les a mis en prison, est certainement pas un mauvais objectif. Le problème, c'est que notre société, semble-t-il, n'a pas mis le curseur là où il fallait. Parce que d'un côté, ce but de réinsertion sociale est évidemment un but louable et d'ailleurs inscrit dans la loi. La question, c'est au risque de qui? Est-ce que c'est le condamné qui a une dette envers la société, ce qu'on admet en général, et qui devra donc faire la preuve qu'il n'est pas dangereux avant qu'on le laisse sortir, ne serait-ce que pour une heure? Ou est-ce que c'est la société qui, comme le pensent les gens de gauche, est immensément endettée envers le déviant et lui doivent à tout prix, comme si elle devait expier d'en avoir fait un déviant, une réinsertion réussie, au risque de faire tomber des victimes, parce que la société prend le risque, mais celui qui l'assume et qui meurt, c'est toujours la personne, et généralement une personne faible. On vous entend effectivement élargir, et vient maintenant la question de la politisation. Et on a entendu beaucoup de politiques s'exprimer, des psychiatres, des juges, des avocats, et beaucoup de politiques qui s'expriment. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le bon moment et la bonne occasion pour, ma foi, aborder un débat de société, cette affaire Adeline? Bon, le débat, il est ouvert depuis longtemps. Il se trouve que mon parti est celui qui a chaque fois pris position pour un durcissement du droit pénal, et de manière générale, pour remettre le curseur du côté de la sécurité de la société plutôt que de sa mise en danger. Il était donc naturel qu'un parti spécialisé en cette matière s'exprime sur ces sujets. Au risque d'oublier le délinquant, c'est ce qu'on vous reproche en général. Voilà, c'est un risque. Et puis, il faut voir que c'est un rapport dialectique. Dans une discussion politique en démocratie, vous allez prendre un point de vue, sachant qu'il est évidemment contré par le point de vue adverse. On a une société qui oublie les victimes, et pendant assez longtemps, et on a une demande sociétale que l'on redonne à la victime plus de pouvoir. On voit ça dans des projets de loi actuels, pour qu'on informe par exemple les victimes du moment où on va remettre en liberté ou en liberté conditionnelle l'auteur de l'agression dont elles ont été victimes. Ou bien on veut donner dans la procédure même plus de droits à la victime qui généralement n'est qu'un témoin. Le procès pénal se joue entre un inculpé qu'un procureur veut embastiller avec un juge qui arbitre entre les deux et une victime qui n'est que témoin. Donc bon, son rôle n'est pas non plus de juger à la victime, ni même d'avoir vengeance. Non, mais elle a néanmoins des droits, ne serait-ce que celui d'éviter, parce que le but du droit pénal, d'abord, c'est d'édicter un catalogue de normes. La morale dit « tu ne tueras pas », ou la religion dit « tu ne tueras pas », le droit dit pas ça. Le droit dit « si tu tues, tu prendras 20 ans ». C'est un peu une carte de restaurant. Voilà le prix si vous faites ça. Pourquoi est-ce que le droit fait cela? Pour décourager vous et moi, qui sachant qu'on peut en prendre pour 20 ans si on fait ce genre de choses, n'allons peut-être pas le faire. Et puis, pour ceux qui le font quand même, le droit est là pour la même chose, éviter que ça se reproduise. D'où la graduation des peines, avec sursis, sans sursis. Le juge est supposé chercher le type de peine adéquate pour éviter la répétition de la transgression qui malheureusement a déjà eu lieu une fois. La victime dans tout ça, elle est assez concernée quand même, parce que c'est sur elle que s'est déchaîné l'acte que l'on réprime. Et nous vivons dans une société où effectivement l'État a le monopole de la contrainte, peut mettre en prison les gens, le monopole de la violence. Et quand on vous cambriole, vous ne devez pas sortir la Kalachnikov, mais appeler la police, qui généralement ne vient pas. Dans d'autres époques ou dans d'autres sociétés, la légitime défense et le droit de se défendre soi-même est beaucoup plus étendu. Nous vivons aujourd'hui une époque où le citoyen est relativement castré de ses droits et doit s'en remettre à un État. Quand l'État n'arrive pas, et c'est le cas aujourd'hui, il est naturel que les citoyens veulent reprendre une part. Et vous avez l'impression que le citoyen pourrait plus que l'État, par exemple, face au meurtrier d'Adeline? Bon, là, on est dans un cas tout à fait particulier où il était entre les mains d'institutions étatiques de A à Z. Donc la question ne se pose pas ainsi. Mais vous me la posiez par rapport à la victime. Et je pense que de façon générale, il y a une demande sociétale justifiée pour que la victime soit plus entendue. Et effectivement, mon parti a pris ce parti-là dans le débat face à une gauche qui a tendance à victimiser les criminels. Sur le moment, on est dans l'émotion évidemment maintenant, la Suisse est choquée. Est-ce que c'est le bon moment pour faire passer un message ou est-ce qu'il faut attendre que l'émotion redescende? Alors, la décence et le deuil pourraient inviter à ce que l'on attende. Maintenant, la réalité de l'actualité, c'est que c'est toujours à chaud que l'on réagit. Et puis, je vois mal qu'on puisse reprocher à un parti de parler, lorsqu'il y a toujours eu un discours sur cette question,
Alors que les autres partis qui avaient le discours inverse, à savoir « mais non, c'est pas nécessaire, tout va bien », font campagne en se taisant. Parce que ne pas parler d'un problème aussi grave, c'est aussi parler. On est sur un cas quand même relativement particulier. Oui. En l'occurrence, à Genève, toutes les sorties ont été interdites. Ça, c'est une mesure qui a touché tous les détenus. Est-ce qu'on n'est pas en train de focaliser notre attention sur, ma foi, un point particulier contre lequel on ne peut rien et qui ne devrait pas du coup faire la règle, la norme et durcir la législation? Mais ce qui va se passer, c'est qu'à l'occasion de cette à chaud, si vous voulez, vont arriver sur la table toutes sortes de propositions politiques. Les politiciens sont là pour exister et ils vont évidemment tâcher d'exister. Quand vous aviez Fukushima, la gauche a demandé l'arrêt du nucléaire en Suisse. Un grand rapport entre une centrale nucléaire au bord de la mer au Japon et une ici. Mais c'était un déclic et ça a fonctionné. Voilà. Et puis, une fois que le politicien dont c'est le métier a réagi et rappelé qu'il existait, notamment à ses électeurs, on va commencer à travailler. Moi, je préside une commission qui s'appelle la Commission des affaires juridiques, à Berne, dont le boulot, au Conseil national, dont le boulot est de fabriquer matériellement le contenu de ces lois. Et puis, il y aura tout un processus qui sera certainement lent, d'où sortira peut-être quelque chose. À mon avis, quelques boulons sont sans doute à serrer, mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut révolutionner fondamentalement le droit, parce qu'on a quand même surtout une attitude. Je crois que ce qui est arrivé ne serait pas arrivé dans une société qui n'aurait pas été aussi empreinte de compassion pour le déviant à réinsérer, et qui aurait eu plus de compassion par contre pour les victimes potentielles à protéger. Je crois qu'on est dans une culture un peu 68 art qui a permis cela. À preuve, ces dérapages systématiques sont arrivés en Romandie où on a quand même été plus imprégné par ce qui s'est passé à Paris en 68 que le ne sont les Suisses allemands sous influence. Vous pensez qu'à Zurich, c'est pas possible? C'est pas possible. On a aussi vu quelqu'un se faire payer des cours de boxe thaïlandaise, des prix complètement aberrants. C'est possible partout, en particulier dans les grandes villes, et puis partout où on laisse les psys au pouvoir. Je pense que c'est en soi une erreur. Mais je crois aussi que c'est culturel et qu'en changeant l'eau du bocal, on change déjà beaucoup de choses. C'est drôle que vous attaquiez les psys aujourd'hui parce qu'eux ont tendance à attaquer les avocats. Les avocats aussi sont dans une position délicate là, parce que pas spécialement dans le cas du meurtrier d'Adeline, où on connaît en tout cas pas bien la relation en tout cas avec l'avocat, mais dans le cas de Dubois, l'avocat avait joué un rôle très important pour le remettre en liberté. Est-ce que là aussi l'avocat ne doit pas se remettre en question, puisque c'est votre profession et que vous demandez une remise en question des psychiatres? Alors, vous avez toujours cette espèce de guerre. Dès que vous avez un prévenu, quelqu'un a commis quelque chose de grave, le monde judiciaire dit « il est à nous, on sait comment traiter ça, c'est la loi, c'est la prison ». Et les psys arrivent en disant « non, il est à nous, on sait comment traiter ça, c'est l'hôpital ». Et ça, vous avez tout le temps. Et qu'il y ait une rencontre de ces deux points de vue et que chacun se renvoie un peu la balle me paraît assez normal. Je ne dis pas que les psys sont une race à éliminer. Je dis que dans ce cas-là, non, ce ne serait pas bon pour mon électorat. Je dis que dans ce cas-là, on a probablement très largement surestimé leur capacité, parce que manifestement, sur quelque chose qui paraît évident à ma concierge, ils se sont plantés. Oui, mais Alors, les avocats sont là pour défendre les intérêts sectoriels d'une personne. Mais ils ne le font pas trop bien parfois? Ils le font, s'ils le font bien ou trop bien pour le prévenu, si vous voulez, c'est une dialectique. C'est comme le débat entre la gauche et la droite au Parlement. Chacun va arriver avec une thèse qu'il sait être exagérée. Ces deux thèses vont s'entrechoquer et de la dialectique. Donc le problème, c'est le contre-pouvoir à l'avocat, c'est-à-dire l'État, et on y revient. C'est ça que vous voulez nous dire. C'est le procureur, c'est le juge, mais que l'avocat cherche à tirer la ficelle un peu trop du côté de son client, mon Dieu, il est payé pour ça. Et il faut que ce soit le cas, mais bien sûr, le procureur, lui, va demander la tête du prévenu avec une égale exagération, et le juge est supposé, à la lumière du choc de ces deux thèses, prononcer une peine correcte. Et puis, il y a les experts qui arrivent en plus en jeu. Yves Niederger, on aura peut-être l'occasion de vous réinviter pour parler plus de politique, mais c'était très intéressant de vous avoir sur cette affaire Adeline M. Vous êtes conseiller national UDC Genevois et avocat à Genève. Merci beaucoup. Merci à vous.